semaine prochaine, le podcast W reçoit Sylvie Poulain. Sylvie est autrice de fantasy et de science-fiction et elle sort le 1er février 2023 aux éditions Bragelonne, le tome 1 de Confluence, un diptyque de SF qui se passe dans les fonds marins. Pour vous permettre de découvrir l'écriture de Sylvie, je vous lis en avant-première le début de son tome 1, Ce qui naît des abysses. Prologue. ASS Critias, Atlantique Nord, ouest de la dorsale médio-océanique. Susanna Lee franchit le seuil du central opération du Critias, saluée par un garde-à-vous général parfait. Elle répondit d'un hochement de tête et gagna la console vacante qui trônait sur les strates de commandement, pendant que les opérateurs retournaient à leurs tâches, sans un mot inutile. Susanna décrocha le cordon neuronal pendu sur la face latérale gauche de son poste, écarta quelques cheveux échappés de sa natte serrée et procéda au branchement de son implant temporal. Un pictogramme d'attente parasita brièvement son champ visuel, puis la connexion avec le réseau de bord s'établit. Les écrans holographiques de la console dressèrent leurs murailles en demi-cercle, affichant un résumé des systèmes du croiseur. Susanna attira à elle la bulle consacrée au hangar et sélectionna la vidéosurveillance du plus grand des radiers submersibles. Une vingtaine de canonnières Stingray y étaient alignées, caractéristiques avec leurs soutes en treillis métalliques et leurs mufles aveugles, marqués de l'emblème du trident, qui accueillait l'électronique des senseurs et du pilote automatique. L'embarquement était presque terminé. Les derniers hommes entraient dans le ventre des transports, revêtus de leur impressionnant scaphandre Deep Force. Susanna zooma sur l'un des colosses. Hors de l'eau, ils semblaient pâteaux, exagérément disproportionnés avec leurs membres blindés, doublés de vérins d'assistance, et le torse massif, sans cou, d'où la tête émergeait à peine, fondue dans la carcasse protectrice. Deep Force était l'aboutissement d'une année entière d'investissement énergétique acharné. Une longue année où l'ensemble des ressources atlantes avait tendu vers cet unique but, mettre les abysses à leur portée. Une gageure. Mais aujourd'hui, au terme d'une période de tests drastique et d'une acclimatation à marche forcée pour les troupes, ils étaient prêts. Susanna attendit que la dernière canonnière affiche complet, puis échangea un regard avec le lieutenant en charge des communications et lança le discours qu'elle avait enregistré plus tôt. Elle en articula les paroles à mi-voix, pendant que son image s'incrustait dans le champ de vision de chaque membre de l'élément d'assaut, et que sa voix les exhortait, doublée de juste ce qu'il fallait d'hormones de combat, pour leur donner des envies d'héroïsme. Officiers, officiers mariniers, quartiers maîtres et matelots, soldats d'Atlantis, vous n'ignorez pas l'enjeu que représente la mission que nous nous apprêtons à accomplir. Une fois de plus, la Pax, l'équilibre fragile qui lie l'intercommunauté et son environnement, sont menacés. Providence est une nouvelle Amsterdam, un nouvel exemple des dangers de l'orgueil. Susanna laissa son esprit dériver. Providence était une tache sur le blason d'Atlantis, un camouflet à leur raison d'être, protéger le réseau des communautés nord-atlantiques, ainsi que les écosystèmes régionaux. Pire, ce qui faisait de son existence une véritable honte, c'était que cette station de recherche, autrefois perdue au fond de la dorsale médio-océanique, avait appartenu à Atlantis. Providence, timidement réapparue après plus d'un siècle de silence, qui se réfugiait finalement dans une reculade et refusait de partager les secrets qu'il avait maintenus en vie dans l'écrasante obscurité des abysses. Providence, qui défiait la Pax, mettait en danger l'échafaudage patiemment construit. Des voix jusqu'au sein du siège intercommunautaire d'Albion formulaient des critiques, des revendications. La résolution du problème n'avait que trop tardé. Amiral ? Susanna prit conscience des regards tournés vers elle. Son discours était terminé. Une instruction papillonna sur la droite de son champ de vision, rappel de la vigilance bienveillante d'Atlas. « Je déclare le début de l'opération Providence », annonça-t-elle en détachant les syllabes. « Mise en eau des radiers. Soldats, vous êtes désormais garants de la pérennité de la Pax. » Sur la vidéo, l'eau afflua dans le hangar principal. Les immenses portes coulissèrent sur un gouffre d'obscurité, puis une à une, les Stingrays
s'élevèrent dans le bassin, déployèrent leurs ailerons directionnels et plongèrent dans le néant. Partie 1, Providence, chapitre 1. Les militaires se tenaient debout, face à face dans la pénombre de la soute, le dos contre le treillis métallique qui leur transmettait la vibration des turbines. Au-delà des parois ajourées de la canonnière et du halo écarlate que l'éclairage tactique diffusait dans l'eau traversant la carlingue, il n'y avait que les ténèbres. Les stingrays voisines se distinguaient à peine, taches rougeâtres habitées de silhouettes immobiles. La force d'assaut fonçait en aveugle selon la programmation du navigateur de bord, dans une course par 3000 mètres de fond, remplissant 2 objectifs. Rassurer les soldats sur la tenue de leur scaphandre à la pression et noyer les échos de leur progression dans les reliefs arrondis de la plaine abyssale. Les turbulences augmentaient depuis que les canonnières étaient passées en formation d'attaque et que les sillages se mêlaient, renvoyés par le fond océanique. Les engins rasaient le sol à quelques mètres de hauteur en soulevant de grands tourbillons vaseux, invisibles dans l'obscurité. À bord de l'un des engins de tête, le premier maître Wolfe Douglas se cala dans le fond de son scaphandre pour mieux supporter l'attente. Il essaya de se détendre et passa en revue les pictogrammes alignés au bord de la verrière de son casque, tous au vert. Le type force endurait sans problème la pression écrasante, mais cela n'effaçait pas cette sensation d'enfermement à laquelle il avait du mal à s'accoutumer. L'armure de combat classique, plus proche du corps, ne produisait pas le même effet. Le sous-officier se concentra sur le chuintement du circuit d'air et le son régulier, apaisant de sa propre respiration. Une brusque secousse le jeta contre son harnais magnétique et les semelles alvéolées de ses bottes ventouses l'empêchèrent de perdre l'équilibre. Un éclat de rire fusa sur sa gauche, à l'arrière de la soute légèrement métallisée par la transmission radio, et suivi par une voix jeune, débordant d'excitation et de nervosité. « Ça y est, début du rodéo !» C'est déjà les fumeurs ? Ce qui était un bleu que les manifestations volcaniques de la dorsale inquiétaient depuis le briefing. « Mais non, crétin !» le rabroua une camarade Bougogne. « On n'est pas encore dans le rift. » Les autres s'esclaffèrent. Un bref instant, le silence revint. Puis le besoin d'évacuer la tension l'emporta. « Alors, Karel, comment ça va ? Tu vas pas dégobillonner ton casque ce coup-ci ? » « Ta gueule, Warren. Occupe-toi plutôt de viser juste tout à l'heure. » L'autre eut un rire jaune qui tourna en bravade. « Combien tu paries que j'éclate ton compte ce soir ? » « Elle est bien chaude la bleusaille, se moqua Tyrandlite. T'as déjà l'intention de te faire remarquer d'Atlas ? » « J'ai l'intention de répondre la Pax, annonça Warren. Et ouais, je compte pas rester un simple matelot longtemps. Il s'agita dans son harnais et laissa échapper le fusil d'assaut qu'il tenait en travers du torse de son armure massive. L'arme s'éloigna, dansant dans les remous. Il la rattrapa d'un geste brusque qui n'échappa pas à Wolfe. Le premier maître se sentit obligé de remplir son rôle de chef de groupe. « Fermez-la, gronda-t-il. Concentrez-vous, ou dans 20 minutes, vous allez perdre l'envie de rire. » Il tourna la tête au moment où Karel singeait son humeur maussade, sa grimace bien visible dans le rétroéclairage de son casque. Wolfe se contenta de les toiser d'un regard froid, aussi efficace que les neurotransmetteurs tranquillisants du Nestor. En face de lui, une seconde maître, plus âgée, s'en amusa en silence. Les jeunes soldats cessèrent de gesticuler et reprirent la position d'attente, bras repliés, articulations déverrouillées pour absorber les turbulences. La surface mate de leur scaphandre segmenté flambant neuf semblait absorber la faible luminosité ambiante. Les soldats évoquaient d'étranges hybrides de crustacés et de titans. Une fois de plus, malgré les nombreux entraînements en bassin, leur aspect pâteau déconcerta un peu Wolfe. Il refoula au fond de son esprit sa crainte instinctive d'être alourdi, piégé en plein échange de feu par un équipement trop massif. Il avait beau savoir que la puissance et le blindage de son armure en faisaient une machine de guerre hors pair, il regrettait d'y sacrifier agilité et discrétion. Son instinct d'ancien éclaireur se révoltait. Time on target, 15 minutes. Wolfe battit des paupières pour chasser de son champ de vision l'information émanant du programme tactique de son Nestor. Face à lui, à travers le treillage du flanc opposé de la canonnière, la constellation d'un banc de méduses luminescentes passa à toute vitesse. Une vue familière, comme un point d'accroche dans l'inconnu. Wolfe ressentit une brève impulsion de l'engin vers le haut et comprit qu'ils avaient atteint les contreforts de la dorsale. L'affichage tactique s'anima comme il passait l'un des points de navigation préenregistrés.
Injecté dans son cortex visuel, un univers informatif se déploya, dessinant un paysage abstrait là où sa vue butait sur le néant. Lignes de relief, trajectoire de la force d'assaut, marqueurs de position, transpondeurs des engins proches. Les pentes abruptes de la dorsale apparurent sous la forme d'un treillis virtuel sur la droite de la canonnière qui remontait ses flancs. Wolf se tordit le cou pour les voir se déployer dans son dos. Il se remémora le plan de navigation et chercha à deviner le mont Hécate parmi les sommets reconstitués. C'était près de son pied que la faille Charlie Gibbs entaillait la double chaîne de montagnes médio-océaniques et que Providence se nichait. Mais le colosse sous-marin était encore masqué par les crêtes plus proches. À l'arrière de la soute, des murmures empressés retentirent. Les gamins commentaient vivement leur environnement. Wolf haussa les épaules, un geste inutile sous l'épaisseur de ses plaques dorsales. Il laissa son esprit dériver. Il ne parvenait plus à comprendre ces jeunes, leur enthousiasme bravache et leurs convictions bruyantes. Avait-il été si stupide à leur âge ? Peut-être. L'ombre d'un sourire passa sur ses lèvres au souvenir des patrouilles avec son groupe d'éclaireurs. Ça ne lui semblait pas si lointain. Quel était le nom du lieutenant déjà ? C'est bourlingue, parfois hostile. C'était le bon temps. Mais il lui semblait qu'il se fichait alors de l'idéologie qui guidait la cité. Aujourd'hui, les gamins n'avaient que la Pax à la bouche et rêvaient d'être distingués par Atlas ou, tout du moins, l'un de ses archontes. Qu'espérait-il ? Au bout du compte, il finirait comme lui, leur score de citoyenneté en chute libre, bientôt promis à rejoindre l'asphodèle. À moins qu'il ne tombe plus tôt. Cette opération pouvait déboucher sur de nouvelles campagnes. L'Apache avait régné, 10 ans sur les plateaux continentaux, avant d'être défié par cet acteur improbable. Providence. La colonie perdue avait bien choisi son moment pour réapparaître du fond des abysses et se déclarer indépendante au mépris de l'intérêt commun. Une nouvelle époque de chaos glorieux s'annonçait. Wolf repoussa la pensée cynique qui lui venait avec un ricanement vaguement honteux et ferma les yeux. L'affichage tactique demeura incrusté contre ses paupières, impossible à inhiber durant les opérations. Le collimateur, en attente, clignotait doucement. Dans un coin, le temps et la distance à l'objectif chutaient régulièrement. La profondeur diminuait à mesure que les flancs de la dorsale s'incurvaient et qu'il remontait en les suivant. Soudain, le sous-officier eut l'impression de décoller, le cœur au bord des lèvres, juste retenu par l'adhérence de ses semelles. L'image virtuelle d'un pic invisible passa dans son champ de vision et monta sur la gauche de l'appareil. Wolf regarda les lignes d'une falaise apparaître et défiler face à lui. Le rift, immense fossé, séparant les deux crêtes de la dorsale et marquant la séparation entre les plaques tectoniques américaines et européennes. Siège des phénomènes volcaniques qui inquiétaient le jeune Carrel, même si les éruptions étaient rares. L'indicateur de profondeur s'affola, confirmant qu'ils avaient entamé la descente. 2500, 2550, 2600. Une série de grandes vibrations secouèrent l'engin et un grondement sourd se répercuta dans les hydrophones des scaphandres. Des fumeurs cette fois-ci. L'eau qui traversait la carlingue assombrit brièvement la soute, chargée de particules par les cheminées d'eau chaude qui se multipliaient sur l'intérieur de la dorsale. Une eau riche en métaux pris aux profondeurs de la terre et réchauffée par la proximité des remontées de magma. Malgré les explications données au briefing, cela restait impressionnant. Les flancs de la dorsale étaient invisibles, mais les courbes de niveau fluorescentes qui les représentaient, très rapprochées, matérialisaient la pente vertigineuse, le long de laquelle l'unité d'assaut descendait. Passé 3000 mètres, Wolf glissa les pouces de son scaphandre sous les sangles de son harnais et jeta un coup d'œil à ses troupes. Les gamins cachaient leur peur. La plupart d'entre eux n'avaient que rarement quitté la zone des 200 mètres, sur le plateau continental où la lumière du jour restait perceptible par bonnes conditions. À la conscience de la pression qui les broierait en une fraction de seconde à la moindre défaillance de leur scaphandre, s'ajoutait la sourde menace émanant de l'inconnu. Comme la plupart des chefs de groupe, Wolf aurait souhaité plus de temps pour entraîner ses recrues, les familiariser aux abysses et à ces conditions hostiles, au stress de l'obscurité, de la pression, à l'idée de côtoyer une région imprévisible où la roche et l'eau pouvaient devenir des dangers mortels, où la faune, même, restait mal connue. Mais le temps pressait, l'attitude provocatrice des Proventins menaçait l'équilibre de la Pax. La tranquillité d'esprit de la Fédération des communautés nord-atlantiques se gagnait au prix de celle de ses défenseurs. Un par un,
Au moment où leur taux de cortisol dépassait le seuil d'efficacité, le Nestor de chaque soldat adressa aux zones adéquates de son cerveau le message nécessaire à l'inhibition du stress. TOT. T-O-T. 3 minutes. Wolf vérifia à nouveau la poignée de pavés colorés récapitulant les systèmes du scaphandre sur le bord inférieur de sa visière. Tout était en ordre. Arme au poing, les gars! Il testa la sensibilité des doigts du scaphandre, copie métallique de sa propre main, protégée de la pression par une sphère anti-choc. Fit jouer le mécanisme de son fusil pneumatique et engagea un chargeur de dard. Il sut, sans vérifier, que les gamins faisaient autant. T.O.T. 1 minute. Il prit conscience qu'il distinguait de nouveau le triage des parois latérales. Une luminosité diffuse se répandait, l'aurore de Providence. Dans ses profondeurs cristallines, elle portait loin. Il se rappela les images rapportées par un drone et présentées au briefing, la structure oblongue posée sur le fond du rift, baignée par une lumière bleue. De chaque côté de la formation d'assaut, les lignes escarpées des falaises qui les encadraient commençaient à se deviner à l'œil nu. Les stingrays se révélaient, silhouettés sur le fond moins sombre. TOT, 30 secondes. Un grésillement agressif satura le réseau radio, et l'éclairage de combat rougeâtre disparut sans prévenir. La canonnière prit de la gîte, en même temps qu'un silence subit soulignait l'extinction des turbines. À tribord, 2 ombres vacillèrent et entrèrent en collision. Un champignon blanchâtre s'épanouit, secoué de fulgurances ambrées. Wolf vit la lueur de l'explosion se refléter sur les scaphandres qui lui faisaient face. Impact imminent, annonça une voix synthétique. Accrochez-vous! Le remous de l'explosion voisine les jeta contre la paroi le long de laquelle ils descendaient. Un instant avant l'impact, l'éclairage de la soute clignota. L'une des turbines se réveilla, s'emballa. Trop tard. Il y eut un raclement, le cri aigu du métal qui se froissait. Le côté gauche de l'appareil se volatilisa, et avec lui la rangée de soldats adjacente. Des cris retentirent, la carcasse, emportée par son élan, grinça contre la falaise, puis bascula. Les anfractuosités du roc se mirent à tournoyer au gré de ses mouvements erratiques, vision irréelle, découpée dans la faible clarté ambiante. Puis la lueur de Providence disparut derrière un pan de roche, et le monde devint un chaos indéchiffrable qui se réduisit à la résistance des sangles auxquelles Wolf se cramponnait. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura donné envie d'écouter l'interview de Sylvie Poulain la semaine prochaine et surtout de lire son roman. Et pour en savoir plus sur moi, mon parcours d'auteur et découvrir mon recueil de nouvelles, abonnez-vous à ma lettre hebdo, Le Flow, depuis le site mickaelraymond.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview de Sylvie et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle vie remplie d'imaginaire.